Bien, je vais proposer une série de vidéos concernant le travail du psychologue. Quand je dis travail, c'est assez général, c'est-à-dire en même temps des vidéos sur des cours de psychopathologie clinique et l'utilisation de ces compétences, de ce savoir dans le champ de vos pratiques et dans le champ de nos pratiques. Donc, la première chose, c'est de postuler que le psychologue a un savoir qui a été défini et qui est utilisé dans des conditions précises, à savoir le cadre d'effectuation de ce savoir dans un emploi donné. Tous les emplois donnés où le psychologue intervient ont un cadre de mission. Donc il faut avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire souvent on pense que le psychologue vient et puis là, le psychologue est là. Voilà, c'est le psychologue. Bon. Dans les champs d'exercice du psychologue, nous avons une grande diversité de fait, mais nous devons aussi avoir à l'esprit que c'est un cadre juridique, un cadre administratif, un cadre professionnel qui détermine notre savoir, du moins l'expression de ce savoir. Donc, je mets deux choses en tension. Un, le psychologue clinicien, et deux, le psychologue du travail. Et je pourrais ajouter aussi le psychologue chercheur, cogniticien, travaille dans les labos. Bon, okay. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le psychologue clinicien. Donc, je ferai des vidéos où la question de la clinique, de la psychopathologie sera abordée. J'insiste sur le fait que, bien que nous puissions connaître et que nous devions, ou que nous devons connaître les nouveaux référentiels que sont la CIM-10, le DSM-5, qui sont des outils statistiques ou des outils de classification pour les administrations et la gestion des pathologies mentales dans le monde ou en Europe, ou l'OMS, ce n'est pas cela notre outil référentiel. Nous devons le connaître parce que ça fait partie de notre appareillage. Mais j'insisterai pour revenir à une clinique, celle qui est axée sur la sémiologie, l'étiologie, pour voir effectivement dans notre cadre de mission comment on va la faire entendre, cette clinique. Bon. Dans ces vidéos, je ne traiterai pas de la psychothérapie qui relève pour moi d'un autre champ, c'est-à-dire tout psychologue qui se veut thérapeute peut l'avoir de fait intrinsèquement dans son statut de psychologue, c'est la loi, mais c'est simplement un titre d'accompagnement, un titre de reconnaissance, mais qui ne veut pas dire que le sujet psychologue qui est psychothérapeute soit psychothérapeute en soi. Je reste accroché quand même à la notion de travail personnel qui doit permettre à un psychologue dans son écoute de pouvoir ensuite, s'il y a lieu, mettre en place une psychothérapie en bonne et due forme. Digne de ce nom, je dirais. Donc, notre travail ensemble, ce sera de formaliser, de reprendre les référentiels de la psychopathologie. D'abord, j'insistais au départ sur le fait que notre savoir fonctionne dans des modalités qui ont été définies au préalable dans notre cadre d'embauche. Donc à partir de là, il faudra évaluer comment on met en place ça. Alors, ce qui apparaît quand même, c'est que la question du diagnostic est première. Même dans des lieux où, a priori, la notion d'expertise ne suit pas. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un dans le cadre de notre travail de psychologue, il me paraît nécessaire que la notion de diagnostic soit toujours, j'allais dire au premier plan, mais toujours présente dans notre logique de pensée. Ça ne veut pas dire qu'il faille mettre le sujet dans des cases obligatoirement pour être tranquille, mais la notion de psychopathologie, de diagnostic, nous permet
d'avoir quand même un moyen d'entendre quelque chose du sujet. Je dirais donc que le diagnostic, c'est un outil qui permet d'entendre comment le sujet fonctionne dans son rapport au monde. Alors, le psychologue est souvent convoqué à donner son avis sur des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes, dans des cadres bien définis. Et nous aurons, alors on peut faire l'inventaire de ces cadres. Les cadres, en général, où est-ce que peut travailler un psychologue? Il peut travailler dans les services sociaux, à l'hôpital, il peut travailler pour la justice, il peut travailler aussi pour les MDPH. Bon, je vous donne là un peu quelques lieux, mais il en existe d'autres. Mais à chaque fois, dans le fond, on nous demande de dire qui est cette personne par rapport au lieu dans lequel elle vient. Et nous, on a cette mission-là. Pour certains, va se jouer la question, ou se posera la question de dire est-ce qu'on doit le faire ou pas le faire. La chose est, c'est comment on fait la chose dans un cadre qu'on a bien repéré. Je reste très insistant sur cette notion de cadre. C'est-à-dire, vous êtes payé pour faire une mission qu'on vous demande d'exécuter. Après que l'on s'interroge sur les outils qu'on se donne pour exécuter cette mission, ça ne veut pas dire qu'il faille détourner la mission de ce qu'elle est, mais de voir comment effectivement on est au plus près du sujet dans un cadre où on nous demande d'évaluer. Souvent le travail du psychologue est un acte d'évaluation. Alors il y a aussi un mot qui surgit que les psychologues n'aiment pas trop, mais nous faisons des enquêtes. Lorsque quelqu'un vient en face de nous, nous lui posons des questions, nous enquêtons. Nous enquêtons au sens où on nous demande de faire surgir des éléments qui vont aller dans tel ou tel sens, avec telle ou telle variable, ou avec tel ou tel pourcentage de valeur. Bon. Donc, on doit le faire de façon très claire. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que il est nécessaire pour moi que le psychologue clinicien ait des outils d'évaluation que l'on appelle la sémiologie, l'étiologie, qu'il soit capable de classer ça, qu'il soit capable d'interroger aussi ça. Autre point dans ce travail avec les vidéos, c'est que je resterai très classique, au sens où je fais référence à une sémiologie, comme on pourrait dire, entre guillemets, française. Donc, la question du référentiel anglo-saxon n'aura pas lieu pour moi. Ce que je vous donnerai, vous en prendrez ce que vous voudrez, c'est-à-dire, moi, j'ai été formé par des professeurs, par des personnes que je considère de très haut niveau, qui m'ont transmis leur savoir, et je me dis, je sais pertinemment par les stagiaires et les étudiants que je reçois en psychologie que l'université bouge beaucoup, que par exemple il est nécessaire pour un nouveau psychologue de savoir parler anglais avant de savoir écrire en français. Ça, c'est un point sur lequel j'insisterai aussi, peut-être dans une vidéo, c'est que les écrits des psychologues ne sont pas des écrits éphémères. Par exemple, un certain nombre d'écrits restent dans les dossiers pendant plus de 30 ans. Donc, d'autre part, chaque écrit engage la responsabilité de son auteur. C'est-à-dire comment il écrit les choses, comment il les formalise, et qu'est-ce qu'il dit. J'ai plein d'exemples où certains psychologues peuvent avoir essayé de faire une sorte de littérature psychologisante de leur écrit sans être au plus près de la demande qui leur était adressée par le prescripteur de cette demande, je vais dire. Bon. Et d'autre part, les écrits restent pendant des années, donc ça veut dire que c'est une photographie à un moment donné qui va durer dans le temps et qui va servir de référentiel aussi pour d'autres psychologues qui vont le lire, ou d'autres personnes. Les expertises MDPH, les expertises en criminaux, les expertises au tribunal, victimes. Vous avez aussi
dans les lieux où, a priori, le psychologue est thérapeute, comme les CMPP ou les CMP, de plus en plus, on demande de mettre en place une codification. On demande en plus de mettre en place des écrits justifiant du fait que tel ou tel enfant a besoin d'une psychothérapie, même si on peut interroger cette demande de la part de, on va dire, la société, on peut le faire sérieusement. Au sens sérieusement, ça veut dire en étant très rigoureux sur ce qu'on écrit et sur le référentiel auquel qu'on use pour parler de telle ou telle personne. Voilà, voilà, ce point est posé. Maintenant, ben, les prochaines vidéos que je ferai traiteront de toute la sémiologie. Je ferai un chapitre effectivement sur l'écriture des rapports, sur aussi certains points que je connais très bien, enfin très bien au sens où je l'ai pratiqué depuis de nombreuses années. Voilà, donc les vidéos suivront aussi on va dire, mes envies, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire l'envie de vous transmettre telle ou telle chose avec le maximum de rigueur et que cela puisse vous permettre, dans le fond, d'en tirer quelque chose pour vous. Ce travail est donc un travail où chacun ira chercher ce dont il pense qu'il a besoin. À bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.